Il a commencé la programmation à 13 ans. Il a créé et vendu plusieurs boîtes, avant de fonder Scality, leader mondial du stockage de la donnée. On va parler infrastructure cloud, sécurisation des backups, évidemment d'IA ici à Vivatech. Un chiffre, 75% du chiffre d'affaires de Scality en toute qualité est réalisé à l'étranger. Cependant, ce qui vous a coûté le plus cher, ce qui t'a coûté le plus cher, Jérôme, c'est pas l'investissement à 150 millions d'euros dans la technologie, c'est la commercialisation. Cyber, R&D, souveraineté, mais aussi cognition. On va revenir sur tous ces sujets juste après ce jingle. Le temps de vous abonner si vous nous découvrez grâce à Jérôme Leca. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Juste avant d'entrer sur le plateau, tu m'as dit, tout le monde imagine que le cloud, c'est simple. Le stockage, c'est simple, mais ça l'est pas. Je veux bien qu'on explique aujourd'hui en quoi ça consiste, avec justement toutes ces dimensions cyber, R&D, qu'il peut y avoir derrière pour que ça fonctionne et que, certes, tu gères nos données, mais pour qu'elles soient sécurisées et accessibles. Bon, alors pour ceux qui nous regardent sur YouTube et qui ont la vidéo, dans les années 90, on avait de l'accès Internet. On dessinait un cloud pour dire on connecte les gens entre eux grâce à l'Internet. Et puis aujourd'hui, on vend du cloud. C'est le même dessin, c'est pas du tout la même chose. Un cloud, on imagine c'est dans les nuages, c'est pas du tout dans les nuages. Il faut des data centers. Pour ça, il faut d'immobilier, il faut de l'eau, il faut de l'énergie. Après, on met des serveurs dedans. Et en fait, là, c'est que le début. Parce qu'après, il faut un OS, il faut du logiciel, il faut une plateforme qui va donner du service au client. Nous, notre spécialité, c'est le logiciel d'infrastructure de stockage de données. Le stockage de données, en fait, c'est le début qui va permettre tout l'ensemble. Aujourd'hui, tu me disais, on investit, je crois, près de 15 millions d'euros par an en R&D. En R&D sur quoi? Alors, trois choses. Au début, on faisait du stockage, donc toute ma R&D était sur le stockage. Aujourd'hui, c'est un problème qu'on a quasiment résolu. C'est-à-dire qu'on sait délivrer du stockage de données qui va être résilient 24 heures sur 24, tous les jours, pendant 5, 10, 15 ans, sans jamais s'arrêter. Donc ça, maintenant, c'est à peu près 30% de notre R&D. 30%, c'est la sécurité, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes de cyberattaques, on le sait bien. J'y reviens dans une seconde. Et 30%, c'est le user interface. C'est de faire en sorte que ces systèmes soient le plus autonomes possible. C'est évidemment d'inclure de l'IA dans nos systèmes pour qu'ils soient autonomes et le plus facile à utiliser par les humains. Côté utilisateur. Si on reste sur la cyber, aujourd'hui, on parle de quel type d'attaque? Il y a des typologies d'attaques qui naissent aussi, peut-être avec l'IA? Alors, il y a essentiellement deux types d'attaques. Il y a tout ce qui est ransomware, qu'on connaît bien, qui existe vraiment depuis 10 ans, qui continue à être très très présent, surtout sur les systèmes Windows. Alors nous, on est très fiers parce que beaucoup de nos clients ont été attaqués. Aucun n'a subi la perte de données sur les données que nous, on protège. Okay, ils ont subi des pertes de données sur d'autres données, mais pas sur ce que nous, on protège. Donc on est très fiers de ça. Le nouveau type d'attaque dans l'IA, c'est de polluer les informations, les datas qui vont servir à entraîner les modèles de façon à ce que volontairement les modèles ne fassent pas soient faux. Voilà. Et ça, c'est un vrai danger. Et nous, on investit énormément dans le domaine de l'IA. On investit énormément pour sécuriser les modèles de données qui vont être utilisés pour entraîner les modèles. Là-dessus, si on donne un exemple très concret pour une boîte, c'est-à-dire qu'elle va, scraper énormément de data, par exemple en ligne, sur les réseaux sociaux, et la data va être polluée par des fausses informations. C'est plus fin que ça, j'imagine. Le domaine, il est particulièrement évident dans le domaine militaire. Si vous entraînez volontairement une IA militaire à dévier un missile de quelques degrés ou à volontairement aller sur un autre building, vous changez la nature de ce qui va se faire. Mais pour comprendre, je suis très curieux, où est-ce qu'on va changer de la donnée pour justement avoir un impact sur ces résultats? Là, si on reste sur une histoire de missile. Donc, dans ces idées-là, c'est d'aller changer la donnée dans la donnée qui va être entraîné pour utiliser le modèle. Donc, il faut rentrer dans le système. Okay. Mais l'IA est beaucoup une course à la performance et certains dans l'IA sont totalement dans la perf et oublient la sécurisation. Nous, ce qu'on apporte à l'IA, c'est la sécurisation des données. Et la perf, ça servira à rien. Alors, c'est à la fin. La perf, elle est évidemment nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des compromis sur la perf, mais il faut faire les deux. Si on reste sur l'innovation, aujourd'hui, chez Scality, est-ce que tu peux nous
dresser un peu l'état de l'art de ce sur quoi vous travaillez aujourd'hui, que vous avez réussi à cranter, et peut-être aussi les sujets qui restent encore en chemin. Alors, ce qu'on a réussi à faire, c'est des systèmes qui sont extrêmement performants, c'est-à-dire qui vont répondre très très vite. On est de l'ordre de 500 microsecondes, une demi-milliseconde. Un être humain, à ce niveau-là, on se rend plus compte. c'est ça. Un être humain, ça sait pas voir un truc en dessous de 10 millisecondes. Donc, c'est d'ordre d'une centaine de fois plus rapide que ce que peut faire un être humain. Donc, à la fois très rapide et surtout, et en même temps, qui va sécuriser la donnée dans le temps, parce que tous les systèmes hardware sont faillibles. Donc, il va y avoir des pannes. Et nous, on les rend complètement transparentes, et que ça fonctionne vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des années d'affilée. Et on le mesure quand on regarde ce que nos clients font avec nos systèmes. Si je prends une grande banque, si notre système ne marche pas, elle peut pas signer de prêt du tout dans toutes ces agences. Elle peut pas signer de prêt. Ou on a un client spatial, il peut pas envoyer de fusée. Donc si ça marche pas, nos clients. J'en ai un que je veux mentionner, c'est dans l'Ouest américain, tous les hôpitaux, en fait, toutes les interprétations de radio et d'IRM des hôpitaux passent par un acteur central qui va aller trouver des radiologues pour interpréter les images. On fournit le système de stockage pour ça. Si notre système de stockage ne fonctionne pas, ce qui est arrivé une fois pendant 1 heure, il n'y a pas d'interprétation de radio dans l'Ouest américain. Voilà, c'est simple. Et si là-dessus on transforme la donnée, on se fait enlever un rein plutôt que... On peut imaginer toutes sortes de choses. Donc ça c'est ce qu'on a cranté, ça fonctionne. Là où on pousse les choses encore plus loin, d'abord il y a beaucoup d'innovations dans le matériel, dans le substrat matériel, dans les disques durs, dans la mémoire sur SSD. Donc maintenant la mémoire ça se fait en silicone qui devient de moins en moins cher. Moi je pense que d'ici 10 ans, le disque dur va disparaître, comme il a disparu dans ton laptop d'ailleurs. Maintenant, c'est du silicone qui va garder les données. Et on travaille beaucoup sur intégrer ces nouveaux types de mémoire de façon très efficiente d'un point de vue coût, et d'intégrer aussi un média de stockage qui est en train de renaître, qui est la bande. Parce que en fait, la bande magnétique, c'est un très bon média pour garder les choses 10, 20, 30 ans. Et puis on travaille, ça j'en parlerai pas encore aujourd'hui, mais on peut se revoir. On a beaucoup de clients qui nous demandent, OK, c'est bien, vous gardez la donnée 5, 10, 15 ans, 20 ans, comment je peux la garder 1, 2, 3 siècles? Donc, exemples. Ça, c'est des gens qui voient très loin. Mais ouais, mais quand tu es une bibliothèque nationale pour un pays, c'est ça ta problématique. Bien sûr. Okay, tu as digitalisé tout ton fonds, mais comment alors les microfiches, tu vois, c'était bien, on peut les lire, on n'a pas besoin de techno pour les. Et là, c'est sur du digital. Comment tu fais pour garantir qu'on sait encore le lire dans 3 siècles? Okay, donc ça, c'est le genre de problématique qu'on peut. Un autre cas d'usage où il faut du très longtemps, on enfouit des déchets nucléaires. Il vaut mieux savoir où on les a enfouis. Voilà. Et donc, on travaille sur des technologies autour de ça. Ne creusez pas votre jardin chez vous, ça peut être dangereux avant que Jérôme soit passé par là. Je le disais, leader dans le domaine du stockage. C'est un sujet sur lequel on parle beaucoup depuis des années de souveraineté. J'ai 2 questions là-dessus. Beaucoup en parlent, mais tous n'y vont pas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un message, encore une fois, à faire passer ici au micro? Et puis, plus largement, dans la compète mondiale, est-ce qu'on est armé aujourd'hui sur ces sujets? Et toi qui vois un peu tout l'écosystème opérer autour, sur quoi il faut que demain on soit réellement souverain, et qu'est-ce que ça demande? Ça fait beaucoup de questions. Tu as 3 heures en 3 minutes. C'est ma disserte de philo. OK, donc je vais commencer par la fin. Est-ce qu'on est armé? Oui, mais j'y reviendrai. Donc, quand on parle de souveraineté des données, il y a une chose fondamentale qu'il faut comprendre. Le sujet, c'est pas où est localisée la donnée, c'est qui gère la donnée, qui a accès à la donnée. Il y a une chose qui est très simple. Si c'est une entreprise américaine qui gère la donnée, elle est soumise au droit américain puisque c'est une entreprise américaine. Et donc, si le gouvernement fédéral américain lui demande accès à la donnée, elle doit le donner. C'est très simple. Okay, donc, à chaque fois qu'on confie la gestion de données à une entreprise américaine, on donne le droit au gouvernement fédéral américain d'y avoir accès. Donc, parenthèse, on est informé quand il y a une demande d'accès? Non, on n'est pas informé. Oui, c'est plus que embêtant, tu n'es même pas forcément informé. C'est un vrai risque, ok. Le risque, il est plus ou moins important selon qu'on est plus ou moins stratégique. Je pense que le coiffeur du coin, c'est pas grave. Mais dès qu'on a des données qui peuvent être considérées comme stratégiques, soit au niveau du pays, soit au niveau de la culture du pays, soit au niveau de l'influence politique dans le pays,
sans aller jusqu'à la défense, soit pour des très grandes entreprises qui sont en compétition avec des entreprises américaines. mondiales, mais évidemment. Voilà. Bon, donc là, donc le sujet, je le répète, c'est qui gère la donnée, ce n'est pas où se trouve la donnée. Donc c'est-à-dire que ça peut être stocké à Palo Alto, si c'est vous qui gérez, il n'y a pas de sujet. Ouais. Oui, ok. Oui, si, absolument. Message du commandant de bord qui nous dit qu'on va atterrir dans une petite dizaine de minutes. Ça marche. Effectivement, aujourd'hui, que ce soit les entreprises privées ou même les services de l'État ou les services de l'Union européenne vont au plus facile. Donc, ils vont utiliser les hyperscalers américains, je ne dis pas les noms, on les connaît, sans trop se poser de questions ou en faisant semblant de se poser des questions. Moi, je pense que là-dessus, il faut séparer deux problématiques qui sont très différentes. On me ramène constamment la problématique de la suite Office de Windows, qui est tout intégré, qui est le meilleur produit au monde, il n'y a pas de doute. On est beaucoup à l'utiliser, je l'utilise. En vrai, pour le coup, Gmail, c'est mieux. Mais je sais pas si c'est mieux sur vos sujets. C'est plus fluide. On y reviendra. Ça, c'est une problématique. Et c'est une problématique qui est spécifique. Et il y a tout le reste. Et souvent, on mélange les deux. Il ne faut pas mélanger les deux. Et sur tout le reste, eh ben oui, on a des très bonnes solutions en France, en Europe. On a des fournisseurs de cloud qui font beaucoup de choses. Et au-delà des fournisseurs de cloud, moi, je vois de plus en plus de demandes pour des grandes entreprises pour fabriquer un cloud privé. Et il y a tous les éléments aujourd'hui pour pouvoir fabriquer un cloud privé, rester en maîtrise à un coût qui est en fait réellement inférieur au cloud public. Et surtout inférieur au risque. Et surtout en gardant la compétence en interne. Parce que le problème que je vois, en particulier chez les grandes entreprises, c'est qu'à force de tout sous-traiter, parce que c'est une forme de sous-traitance au cloud public, au bout de quelques années, on perd la compétence. Et en fait, on n'a plus le choix. On est incapable de faire un mouvement inverse. Ils disent tous, oui, mais on pourrait. Non, en fait, on ne peut plus à ce moment-là. C'est le moment de la claque, rubrique traditionnelle dans 40 nuances de Next. Si je vais te chercher là-dessus, c'est pour revenir sur mon introduction. 150 millions investis en IA et en R&D. Et en fait, le problème, c'est pas ce qui vous a coûté le plus cher. Ce qui vous a coûté cher, c'est la commercialisation. En l'occurrence, on part de l'autre côté de l'Atlantique, aux US. Alors, à quel point c'est plantage et surtout, au-delà du sujet, c'est pourquoi? Ah, c'était moche. Donc, on a créé l'entreprise en 2010. 2010-2014, on fait un sans faute. On est parti dès le départ, présent à Paris, San Francisco et Tokyo. On a développé des clients, super performance financière. Tout était au beau fixe. Les clients super contents. En 2015, on se dit, OK, c'est bon. Maintenant, on lance la commercialisation sur les clients corporate américains. OK, donc on monte d'un niveau en type de clientèle. Jusqu'à ce moment-là, on commercialisait que auprès des telcos et des cloud providers, métier qu'on connaît très 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 bien, qui représentent toujours 40% de notre chiffre d'affaires. Et là, on s'est dit, on va aller sur le marché corporate. Et là, la claque, la double claque. D'abord, on s'en rendait pas compte puisque notre produit était déjà utilisé par les gens les plus exigeants au monde, comme SoftBank par exemple, qui a 70 millions d'utilisateurs, qui n'a pas eu un seul outage en 12 ans de production. Outage? Donc, une panne. Je suis désolé. Donc on était les rois du monde. Et là on arrive et en fait les grandes entreprises américaines nous disent non mais votre produit là il fait trop de choses, nous on veut un produit qui fait juste une seule chose très bien et très simple. Bon. Et puis en plus de ça, en fait pour aller parler à ces entreprises, c'est super dur. Et on était baladés réellement. T'as un interlocuteur et le plus dur en fait quand on débarque entreprise étrangère aux États-Unis, c'est d'aller recruter les meilleurs commerciaux. Parce que les meilleurs commerciaux, ils vont dans les entreprises qu'ils connaissent, ils suivent les CEO ou les CRO, Chief Revenue Officer, patron de vente, qu'ils connaissent. Donc, on a dépensé énormément d'argent en 2015. En 2016, on s'est entêté. En 2017, on a perdu 37 millions de dollars. Et c'était juste sur cette année-là. C'était juste sur cette année-là et c'était la commercialisation aux US. Je reste là-dessus. L'enseignement, c'est alors oui, il faut être prêt à investir et à dépenser, mais du coup, focus ces investissements sur les meilleurs sales. Et ensuite, sur le sujet du product market fit, l'idée, c'était quoi? Il aurait fallu créer un produit plus simple. C'est ce qu'on a fait depuis. On a sorti un deuxième produit qui est extrêmement simple, qui a un cas d'usage qui est le backup, qui le fait super bien. On peut installer les yeux fermés, c'est aussi facile qu'un iPhone. Et du coup, aujourd'hui, on est performant aux États-Unis, c'est 25% de notre chiffre d'affaires, mais on a eu un apprentissage à ces deux niveaux
un dans le niveau dur, produit et un niveau équipe de vente. Tu crées ce produit simple d'usage, simple qu'un iPhone, et ensuite ça te permet de cranter et d'entrer sur d'autres briques. Alors, Ou ça reste quand même un marché où il faut être mono. Alors, c'est assez amusant comme question. Le produit, il est capable de faire énormément de choses. Mais c'est pas comme ça que tu le vends. Et je le vends que pour le backup. Ok. Et tu vois que tu as de l'upsell quand même sur tes autres. Alors, j'ai de l'upsell sur mon autre produit qui, lui, dit papa-maman et fait tourner des usines. Mais mon produit ultra simple le vend sur le backup. Et c'est pas une imitation produit, c'est un choix de commercialisation. Tout est affaire de choix dans la vie. Il va falloir faire des choix parce que je te nomme officiellement président. Jérôme Leca, président, la main sur le cœur, alors président de la France, président de l'Europe ou président de la planète Brand, celle que tu veux, mais qu'est-ce que tu fais de notre monde? Merci de m'avoir élu. Bon, sérieusement, on va se placer. Ce serait éphémère. Non, on va se placer à l'échelle de la France là pour ça. Moi, je pense que pour fédérer les énergies, il faut un projet, et qu'en France, on manque d'un projet où tout le monde est inclus dans le projet, où tout le monde a envie de contribuer au projet, où le projet est défini de façon inclusive, quel que soit d'où on vient, qu'on aille tous ensemble dans la même direction. Et donc pour moi, la première mission, c'est ça, c'est d'arriver à définir un projet. Charles de Gaulle avait réussi à le faire, on a un peu perdu le fil, il faut renouer avec un fil où tout le monde est inclus. La problématique, et sans faire de politique, mais à peu près sur tous les sujets, on voit aujourd'hui que tout se cristallise de manière de plus en plus extrême sur à peu près n'importe quel sujet. Ça devient compliqué de faire société. Ouais, mais il faut recréer du lien, il faut recréer du débat surtout. Il y a des gens qui font ça très bien. Je pense par exemple dans le domaine de l'IA, les cafés IA animés par Gilles Babinet. Je crois que Lara Chapaz va en parler cet après-midi. C'est une très bonne façon. Ça commence par des petites communautés. Un projet que je finance, parce que je suis aussi mécène, ça s'appelle BLR Zamzam. On a fait ça après le 7 octobre, malheureusement le Hamas qui attaque Israël violemment, et l'importation du conflit en France. Et ce qu'on fait, c'est qu'on organise auprès des jeunes des dîners avec des juifs et des musulmans qui vont aller dîner ensemble, modérés par 2 personnes, pour renouer du lien. Donc ça se fait à petite échelle, mais si on fait ça partout à petite échelle, eh ben en fait on arrive à recréer du dialogue. Petite échelle, plus petite échelle, ça grandit, ça c'est l'effet domino. Je voulais t'entendre sur un dernier sujet, et je vais me faire gronder par la fraude, mais tu m'as parlé de cognition, quand on évoquait l'IA. Et je crois que tu faisais le parallèle avec les paysans à l'époque. Et en fait, pour tirer le fil jusqu'à aujourd'hui et les risques pour nous, utilisateurs dans nos boîtes, mais aussi en tant que simples citoyens, de ces outils qui sont fabuleux, mais qui doivent être peut-être appréhendés. Alors, moi, je pense que l'IA, c'est une formidable chance pour l'humanité. C'est un truc extraordinaire et ça va nous permettre à tous de faire des jobs qu'on aime. Et qu'est-ce qu'on aime faire en tant qu'humain? La créativité, l'artisanat et puis l'empathie, être avec les autres. Okay, donc, il faut qu'on se concentre là-dessus et qu'on laisse les jobs de machine aux machines. C'est une formidable chance. C'est aussi un risque, et c'est un risque à 2 niveaux. C'est un risque culturel, parce que n'importe quelle IA, en fait, est entraînée sur une culture donnée, et donc resserre la culture sur laquelle elle a été entraînée. Donc, si on veut défendre une culture française, viva Mistral, mais c'est vraiment très important. Et il y a un deuxième risque qui est comment nous on utilise nos capacités intellectuelles. On voit bien que sur les 200 dernières années, eh ben en fait on utilise de moins en moins nos mains, hein, surtout des métiers comme toi et moi. On voit bien que depuis les téléphones portables, non je m'arrête pas. Depuis les téléphones portables, c'était pour montrer que j'avais encore un minimum de. on retient beaucoup moins de numéros de téléphone. Combien de numéros de téléphone tu connaissais il y a 20 ans? Moi, je connais encore ceux des parents de mes potes d'il y a 15-20 ans. Moi je connais ma première petite copine parce que c'était avant le téléphone portable. Numéro de téléphone de mes enfants. Je suis pas sûr que le numéro marche encore. J'ai plus de mal. Donc, en fait, comme on va déléguer la tâche de la cognition à l'IA, eh ben, il faut réfléchir comment on va maintenir notre cerveau en activité. Ça marche avec les GPS aussi, que tu suis parfois aveuglément.
pour revenir sur la culture de l'IA aujourd'hui, alors quand tu es sur ChatGPT, etc., on te dit toujours que c'est magnifique, c'est une magnifique question. Je sais pas, faudrait que je creuse un peu plus le chat pour voir si c'est plus français dans la manière de répondre. Mais en tout cas, ici et sans IA, c'était un magnifique échange. Merci beaucoup. Merci à toi. Jérôme Lecas. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour une interview plus longue. Je finis intéressé, mais un peu frustré. J'avais plein de sujets à creuser avec toi, donc tu seras le bienvenu dans 40 nuances de Next, dans Cash Out aussi. J'espère pas d'en planter, mais si c'est le cas, on aura plein de choses à partager. Merci à toi. Feuille blanche. 40 nuances de Next.